c'est mon métier, mais c'est aussi ma plus grande passion, et c'est même pas une passion, je sais pas vraiment le décrire, mais c'est quelque chose qui fait que je suis moi. En fait, s'il arrive que je sois loin de ma table de travail pendant plusieurs jours, je me sens pas bien. En fait, j'ai envie de me retrouver avec moi-même, avec mes pinceaux, mes couleurs, et inventer mes petits mondes là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est nécessaire. Si je ne le fais pas, je me sens pas bien. Et donc, plus qu'une passion, plus qu'un métier, c'est une nécessité, un besoin qui fait que je suis Marine. Et voilà. Pourquoi et comment décide-t-on un jour de devenir auteur ou autrice ? Est-ce seulement une décision, ou plutôt une pulsion, un appel ou une vocation ? En quoi ce choix ou ce besoin impacte la vie des auteurices ? Et comment l'écriture s'immisce-t-elle dans leur quotidien ? Quelle place y prend-elle ? Avec Alinéa, un podcast créé par Bella, le site de la création et de ses métiers en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous partons à la rencontre d'auteuristes belges francophones qui se confient sur leur rapport à l'écriture, ses origines et la façon dont celle-ci s'inscrit aussi bien logistiquement qu'émotionnellement dans leur vie et dans leur quotidien. Pour ce nouvel épisode, rendez-vous avec Marine Schneider qui, le temps d'un coup de fil, revient pour nous sur son rapport à l'écriture. Enfant déjà, Marine Schneider inventait des histoires, les dessinait, les racontait. Son master en beaux-arts option illustration casque de gants confirme sa passion pour les livres illustrés. Inspirée par ses voyages, le plus souvent dans le Nord, elle mêle mots et images, emprunte à plusieurs techniques, telles que la gouache, le crayon, l'acrylique, le pastel, le pochoir et parfois le collage pour réaliser ses livres souvent très colorés. Elle se laisse également inspirer par le monde qui l'entoure pour écrire des histoires simples mais poétiques dans lesquelles il est facile de se retrouver. Elle a notamment illustré 3 albums de l'autrice norvégienne Elisabeth Eland Larsen. Je suis la mort, Je suis la vie et Je suis le clown, paru en français en 2019 chez Versant Sud Jeunesse. Hiro, Hiver et Marshmallow, paru chez Versant Sud Jeunesse, est le premier album qu'elle illustre et écrit à la fois. Je suis Aurore Engelen et vous écoutez Alinéa. Bonjour Marine. Bonjour Aurore. Alors, j'ai une première question pour vous. Est-ce que vous écrivez en ce moment ? Alors en fait, c'est un peu particulier parce que je viens de finir un gros projet qui va sortir en novembre chez Albin Michel, pour lequel j'ai vraiment, je me suis plongée dans l'univers de ce livre pendant des mois, et ça m'a vraiment habitée. Et donc maintenant c'est fini. J'étais un peu paniquée à l'idée que j'avais plus rien, j'avais plus de projets en cours, ou j'ai des projets de dessin, mais vraiment de construction d'album avec l'écriture et le dessin à la fois. Et du coup, en fait, j'avais un peu peur de ce vide. J'adore être habitée par mes histoires, et du coup je me suis dit mais comment je vais faire pour dire au revoir à mes personnages, je vais jamais réussir à recréer un nouvel univers comme ça. Et en fait, sans que je cherche vraiment, j'ai des nouvelles bribes d'histoires qui m'apparaissent là, et donc j'écris pas physiquement, donc je suis pas occupée sur mon ordinateur à écrire un texte, mais par contre j'écris déjà un espèce de squelette d'une histoire dans ma tête. Voilà, et c'est comme ça que je travaille généralement. Je le laisse en fait un peu décanter dans ma tête pendant plusieurs mois, voire années, et puis tout d'un coup il apparaît, et là je suis prête à l'écrire, à le poser sur papier. Donc oui et non. Et à quoi ressemble ce squelette dans votre tête ? Est-ce que ce sont des mots, des phrases, des personnages, des images ? Alors il y a quelques phrases, et d'ailleurs j'ai noté une phrase dans un carnet. Donc c'est un carnet que je consacre à ce nouveau projet qui est vraiment encore très très abstrait. C'est très visuel en fait. Donc j'ai des lieux que j'ai envie de dessiner. J'imagine un peu où l'histoire va avoir lieu, et de quoi ça va parler en très gros. Généralement aussi j'aime bien trouver le prénom de mes personnages assez rapidement, et là je l'avais et en fait il m'a échappé. Je me souviens plus, donc j'espère qu'il va me revenir. Donc ça ressemble vraiment à quelque chose de très flottant, il y a vraiment rien qui est encore décidé. C'est surtout en gros ce dont je veux parler, et ça se traduit dans ma tête par des ambiances, pour vous donner un petit peu un aperçu dans ce que ça pourrait être, et encore ça risque de changer, ça va changer c'est sûr. J'ai par exemple la vision d'un paysage très très désertique. En fait, je vais aller faire une résidence en août au Groenland, et j'ai envie de commencer mon album par un paysage comme ça où il n'y a rien de vertical, tout est à plat, un ciel très bas, et voilà, donc ça se traduit par ça plutôt. Nous, on utilise dans ce podcast le thème d'écrire, mais pour vous, je pense que c'est beaucoup plus complexe puisque vous écrivez, vous dessinez en même temps. Comment est-ce que vous définiriez l'acte d'écrire pour vous ?
Bah oui, j'écris en fait autant avec les mots qu'avec les images. D'ailleurs, quand je suis juste illustratrice d'albums, j'ai l'impression de faire de l'écriture aussi. Donc j'illustre l'histoire d'un auteur, d'une autrice, mais j'écris aussi la mienne qui va venir peut-être compléter ou en tout cas s'ajouter à l'histoire de l'auteur, de l'autrice. Et pour moi, écrire, c'est raconter des choses simplement et donc une image peut le faire aussi bien qu'un texte. L'écriture, pour moi, c'est venu plus tard que le dessin. En fait, moi, je dessine depuis que je suis petite, j'ai jamais arrêté. Et d'ailleurs, quand on m'a proposé, c'est Vers sans suite qui m'a proposé d'écrire, enfin, en fait, ils ne m'ont pas proposé, ils m'ont demandé si j'étais intéressée de faire un album avec eux, et ils m'ont dit, par contre, on veut que tu l'écrives aussi. Et à ce moment-là, j'avais juste illustré des albums, et même si dans ma tête, c'était un peu mon rêve de faire un album, disons, de A à Z, je l'avais jamais fait, donc j'étais un peu presque coincée. Donc à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire, j'étais vraiment devant mon carnet, parce que généralement je commence dans un carnet, et j'étais coincée parce que je me disais il faut que j'écrive un truc, et en fait ça vient pas, y a rien qui sort, j'écrivais des trucs mais j'étais pas contente. Et donc en fait pour moi l'écriture, ça se passe déjà d'abord dans ma tête, et ensuite donc là il y a des phrases qui vont arriver, je les répète beaucoup parce que pour moi écrire, enfin j'adore quand les phrases coulent comme ça vraiment, c'est comme un roulement. Les mots sont très importants, donc j'adore, je les répète vraiment beaucoup dans ma tête avant de les coucher sur papier. Donc l'acte d'écrire, c'est pas, pour moi, c'est pas juste écrire des mots sur un fichier Word ou dans mon carnet, mais c'est tout ce processus et qui ne s'arrête pas à l'écriture parce qu'après, généralement, je commence par écrire un petit squelette et puis ça s'étoffe un peu, ça devient une petite histoire. Ensuite, je viens ajouter mes images. Et puis en fait, les deux vont se répondre. Donc l'écriture se fait à la fois par les images, à la fois par le texte. Généralement, mon texte, je l'écris et puis je le simplifie énormément parce que je me rends compte que mes images racontent en fait ce que le texte raconte aussi. Et donc je préfère, moi, que ce soit lisible dans les images plutôt que ce soit lisible dans le texte. C'est vraiment tout un processus qui se répond, qui se modifie jusqu'à la fin, aussi bien au niveau du texte que des images. Est-ce que vous vous souvenez des premières histoires que vous avez racontées par le dessin, ou par les images, le texte? Je me souviens que quand j'étais toute petite, je savais déjà écrire, donc à mon avis j'avais 8 ans, 9 ans. J'étais très fière de moi parce que j'avais fait une bande dessinée, donc vraiment très classique, dans des cases, avec un univers très magique. Mais je me souviens, enfin en fait c'est pas si loin des histoires que je raconte maintenant parce qu'il y avait quelque chose du réalisme magique dans cette histoire-là, donc c'était quelque chose qui était proche de moi. Je parlais de moi parce que malgré moi, même quand j'essaye de ne pas parler de moi, ça revient toujours à moi. C'était une bande dessinée donc qui démarrait par ma vie telle que je la vivais à 8 ans et puis qui découlait dans un univers complètement magique dans une forêt. Finalement, c'est assez proche de ce que je fais maintenant. Et est-ce que vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit que vous aimeriez bien en faire un métier, une profession, ou en tout cas que vous vouliez faire ça de votre vie? Je m'en souviens pas, moi, mais par contre, il paraît, mes parents me disent que c'est le premier métier que je voulais faire quand j'étais petite. Donc, je sais pas, quand on a 5 ans, on commence à se demander ce qu'on voudrait faire quand on serait grand, ou on nous pose la question. Et il paraît que je répondais ça. Alors, je répondais faire des livres pour enfants, parce que je savais pas que ça s'appelait autrice, illustratrice. Mais c'était quelque chose qui était vraiment présent depuis le début et qui a été encouragé parce que j'ai vraiment grandi dans une maison remplie de livres. On allait à la bibliothèque. On habitait un peu à la campagne, enfin, en périphérie de Bruxelles, et donc on allait peut-être une fois tous les 2-3 mois à la librairie et on pouvait choisir, mes sœurs et moi, un livre ou 2 livres et c'était toujours la grande fête. J'ai vraiment été entourée de livres. Mon papa lit énormément, il nous racontait beaucoup d'histoires. Et c'était très clair pour moi que je voulais faire quelque chose dans ce domaine-là. Après, évidemment, j'ai changé d'avis tout au long de mon enfance, de mon adolescence, mais c'était toujours quand même lié aux enfants. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'habite depuis longtemps. Et comment cette passion pour le dessin et ce talent, vous l'avez transformé une fois, j'imagine, le choix des études fait, ou en tout cas quand on commence à se demander ce qu'on va faire, quel parcours est-ce que vous avez suivi et à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, cette fois, ça y est, c'est ça que je fais, c'est ça mon métier? Alors c'est assez intéressant parce que donc j'étais vraiment sûre de moi, je voulais faire des études d'illustration et puis quand j'ai eu 18 ans, en fait, je me suis vraiment retrouvée au moment où je devais faire le choix de mes études et j'ai paniqué parce que pourtant j'avais vraiment le soutien de ma famille, enfin, je veux dire mes parents m'ont pas forcé, enfin poussé à faire quelque chose d'autre, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait comme illustratrice à part faire des livres, et faire des livres c'est complètement impossible d'être publié, etc. Pour moi c'était vraiment un rêve qui était inatteignable, il y avait très très peu de personnes publiées, donc je me suis dit en fait je vais faire ces études et qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc j'ai commencé des études de graphisme à l'ERG à Bruxelles
Et en fait, c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre parce que j'ai pas du tout aimé ces études. Je me suis vite rendu compte que j'étais pas graphiste, j'avais pas l'esprit d'un graphiste, la façon de penser, j'aimais pas tout ce qui était ordinateur, etc. Donc j'ai fait ces études pendant quelques mois. Et puis je me suis dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire en fait? Et là, je me suis dit que je voulais voyager. Dans mon enfance, on a quand même pas mal voyagé avec mes parents. Et puis là, je me suis dit, mais c'est l'occasion d'aller un peu explorer le monde. Et donc, je suis devenue fille au père aux États-Unis, au Colorado. Alors pour moi, parfaite citadine, le Colorado, c'était complètement l'inconnu. Et je me suis retrouvée au milieu des montagnes rocheuses, dans un décor que j'avais jamais... Enfin, si, je l'avais déjà vu avant dans le voyage, mais c'était pas... Là, j'y habitais, j'étais seule aussi, donc je devais vraiment me construire. Et j'ai l'impression de m'être découverte, d'avoir un peu découvert ce qui m'animait, ce que j'avais envie de faire, ce qui était important pour moi. Le fait d'être toute seule dans un environnement qui m'était étranger, ça m'a aussi poussée à, je sais pas, ouais, vraiment à développer mon identité. Et aussi une espèce de force en me disant, en fait, si c'est vraiment ça que tu veux faire, bah, tu y arriveras. Et ça me correspond plutôt bien. Quand j'étais enfant, je disais par exemple que je voulais faire du tennis et tout d'un coup, je faisais du tennis pendant 10 ans. Enfin, je papillonnais pas, je décidais et je le faisais. Et donc, quand je suis rentrée en Belgique 3 ans plus tard, j'ai décidé de faire ces études d'illustration et je les ai faites à Gand. Je me suis rendu compte que sortir de ma zone de confort, ça m'amenait tellement de choses parce que je devais vraiment ouvrir les yeux, les oreilles, je devais vraiment me faire confiance aussi. Et donc, j'ai voulu aller faire ces études en flamand. Je parlais pas flamand, enfin, j'avais eu des cours en secondaire, mais c'était très très vague et puis ça faisait longtemps aussi. En fait, finalement, arrêter ces études en plein milieu à l'ergue et partir, en fait, ça m'a permis de vraiment être sûre de moi. Et donc, j'ai fait ces études à Gand, à Sint-Lucas, en néerlandais. C'est ça que je voulais faire et je savais que pour le faire, il fallait que je travaille énormément. Et donc, j'ai vraiment profité de ces années d'études pour explorer le plus le domaine de l'illustration. J'ai fait des fanzines, j'ai répondu à des appels à projets pour faire des illustrations dans des petits magazines. J'ai vraiment tout pris, tout ce qu'il y avait à prendre pour après être le mieux armée possible pour me lancer en tant qu'illustratrice, quoi, et faire mes livres et être publiée. Donc c'était un long parcours, mais voilà. On voit qu'à ce moment-là, il y a une grande implication dans le travail. Est-ce qu'aujourd'hui, vous écrivez ou vous dessinez souvent? Tout le temps. C'est en fait, c'est mon métier, mais c'est aussi ma plus grande passion. Et c'est même pas une passion, je sais pas vraiment le décrire, mais c'est quelque chose qui fait que je suis moi, en fait. Si par exemple, il arrive que je sois à des salons et puis que je fasse des ateliers, ce que j'aime aussi faire, mais s'il arrive que je sois loin de ma table de travail pendant plusieurs jours, je me sens pas bien, en fait. Il faut que j'ai envie de me retrouver avec moi-même, avec mes pinceaux, mes couleurs et inventer mes petits mondes là. Et c'est vraiment quelque chose qui m'est nécessaire. Si je ne le fais pas, je me sens pas bien. Et donc, plus qu'une passion, plus qu'un métier, c'est une nécessité, un besoin qui fait que je suis marine. Et voilà. Donc même parfois après une super longue journée, parce que je suis aussi maman avec mon fils, où je suis crevée, en fait, plutôt que de me mettre devant une série, ce qui va me faire me sentir bien, c'est de dessiner ou d'écrire et voilà, de me plonger dans mes histoires. On voit qu'il y a une pulsion de dessin ou d'écriture, mais est-ce que vous avez aussi une discipline, des horaires et est-ce que vous avez des moments de prédilection pour travailler? Alors j'ai essayé plusieurs systèmes d'ateliers, on va dire, mais je travaille le mieux chez moi. J'aime beaucoup la maison, en fait. D'ailleurs, c'est un thème qui est assez présent, même si plutôt lointain dans mes histoires. Et vraiment, ma maison, pour moi, c'est vraiment mon cocon. Et donc, j'aime beaucoup travailler de chez moi. Je suis très disciplinée. Je sais pas si c'est parce que j'aime vraiment faire ça ou voilà, mais si je dois pas me lever, je mets pas spécialement de réveil, mais je suis tellement habituée à me lever tôt avec mon enfant que finalement, bon, même quand il n'est pas là, je me lève tôt, je me fais mon café et puis je me mets à ma table de dessin. Généralement, si je suis dans un processus qui est bien lancé pour construire un livre et que j'ai par exemple déjà une deadline avec un éditeur, etc., je fais le découpage de mon livre et puis je me dis aujourd'hui tu travailles sur cette planche-là, demain et après-demain tu fais celle-là. Donc je me fais quand même un espèce de planning. En fait, je ne m'arrête pas à travailler à 5 heures. Parfois je travaille jusque minuit, parfois j'en oublie même de manger parce que en fait le temps s'arrête quand je dessine. J'ai pas des horaires fixes, je travaille le week-end, la nuit, en vacances. Parfois je me dis ce serait quand même bien d'avoir un travail un peu plus structuré, comme ça je rentre chez moi et en fait j'y pense plus. C'est quelque chose qui m'habite tout le temps. Donc même si je ne suis
pas physiquement à ma table de dessin, à dessiner ou devant mon ordinateur à écrire, j'y pense. Donc parfois j'essaie de me forcer en vacances à ne pas prendre mon carnet même pour essayer de rester loin de tout ça pour après mieux y revenir, mais c'est difficile. Et ça c'est quelque chose que je dois me faire plutôt que de me faire violence disons pour travailler, je dois me faire violence pour ne pas travailler. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre table, votre atelier et nous dire comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez dans le silence, en musique ou dans les bruits du monde? Comment est-ce que vous vous mettez en condition? En fait, je pense que l'une des raisons pour lesquelles j'aime bien travailler chez moi, c'est que je travaille la plupart du temps avec de la musique ou des podcasts ou les deux, mais c'est surtout, en tout cas, un album commence avec de la musique parce que je suis très très influencée par ce que j'écoute et les ambiances des artistes que j'aime bien m'influencent dans la construction de mes albums et de mes images. Donc il y a toujours de la musique et en fait écouter au casque, c'est pas la même chose, je trouve. Donc j'aime bien que ma maison soit imprégnée de toute cette musique, donc je mets la musique plutôt fort. Et d'ailleurs c'est chouette parce qu'en fait généralement chaque album a sa playlist et donc quand je la réécoute, je me souviens du moment où j'ai fait tel ou tel planche et c'est chouette. Ma table, je suis assise à ma table maintenant. C'est une vieille table à dessin, elle est plutôt petite, ce qui est problématique parce que moi en fait je m'étale quand je dessine. Je n'utilise pas juste de l'acrylique ou de l'aquarelle ou des pastels, je mélange toutes les techniques et donc il y a en fait absolument tout autour de moi. Là j'ai des pinceaux dans un vieux verre, j'ai mes pots de peinture ouverts, j'ai ma boîte avec mes crayons, mes pastels, j'ai un vieux papier sur lequel j'ai une palette, j'ai fait une palette avec plein de couleurs pour faire des tests de couleurs. Et alors, tout autour de moi, par terre, il y a des papiers, des chutes de papier, il y a des pots de peinture, des pots de gouache, des pots d'acrylique. De toute façon, si j'avais une très très grande table, elle serait aussi occupée que si j'avais une petite table. Donc, pour le moment, j'ai une petite table qui est un peu inclinée. J'ai une table lumineuse et c'est dans ma table et dans ma salle à manger pour le moment. Est-ce que vous pouvez me parler aussi un petit peu de vos outils et surtout de vos carnets? Vous m'avez parlé des carnets que vous essayez de pas tout le temps prendre avec vous. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu? Alors, ce sont des carnets, en fait, j'aime beaucoup, moi, en fait, je dis que ça fait pas très longtemps que je fais ce métier, mais ça fait quand même mon premier livre est paru en 2015, donc ça commence à faire longtemps et en fait, je trouve ça super chouette de découvrir année après année le matériel qui me correspond et que j'aime le plus. Donc, par exemple, j'ai fait la même chose avec le papier. J'ai trouvé mon papier maintenant sur lequel je dessine tout le temps. Il arrive que j'essaie de me dire: «Allez, change un peu de papier», mais en fait, je reviens toujours à ce papier-là et les carnets, c'est pareil. En fait, j'ai dessiné dans pas mal de carnets. Et moi, ce que je préfère, c'est pas très original, mais ce sont les Moleskine parce que j'aime beaucoup le papier lisse qui glisse vraiment, le crayon glisse dessus. J'aime bien la teinte aussi. Donc, en fait, je commence à avoir une petite collection de carnets, tous au même format, c'est plus ou moins A5. Et dans mes carnets, en fait, il y a de tout. Là, je vais en feuilleter un pour vous en parler un peu, mais alors, ça commence par des recherches de personnages pour un livre que je viens de finir, qui s'appelle Presque une histoire de loup, qui va sortir à l'école des loisirs, enfin chez Pastel. Donc il y a des recherches de personnages. Le petit personnage s'appelle Elga, donc je cherche un peu ses expressions, à quoi ressemble sa coupe, à quoi ressemble la forme de son visage, quel genre de vêtements elle porte. Et je fais pareil avec le loup, parce qu'elle va rencontrer un loup. Et puis il y a le découpage de cette histoire, avec pas mal de taches de peinture autour, parce que quand je peins mes images, j'ai mon carnet ouvert avec le découpage, et alors il m'arrive d'essayer les couleurs, plutôt que de faire ça sur le papier dont je vous ai parlé à côté de moi avec la palette de couleurs, je le fais dans mon carnet. Il y a même des pages qui collent parfois parce que la peinture était pas sèche quand j'ai fermé le carnet. Ensuite, là, je vois des numéros de téléphone. Je sais pas très bien ce que c'est, mais ça a dû être important. Ah voilà, là, il y a un petit croquis une tasse de café avec une petite biscotte. Et je pense que j'ai dû dessiner ça quand j'étais à un café. Voilà. Il y a des petits croquis de mon fils à la plaine de jeu. Et voilà, en fait, il y a une liste de courses. Il y a des choses qui tombent. Il y a un espèce de petit planning de ce que je dois faire et quand. Et alors, il y a une liste de prénoms. En fait, ça, c'était quand j'étais à un salon du livre en Bretagne, il n'y a pas si longtemps. J'ai noté les prénoms des enfants qui venaient se faire dédicacer mes livres. Voilà. Et généralement, mes carnets, ça ressemble à ça. C'est un espèce d'énorme désordre. Parfois, je le montre aux enfants quand je fais des interventions dans les écoles où je leur dis que généralement, je le montre pas parce que c'est vraiment mon jardin secret. Mais ça les fait beaucoup rire parce qu'il y a vraiment tout et n'importe quoi.
Et c'est marrant parce que j'ai eu une drôle de relation avec les carnets. Je pense beaucoup de personnes ont la même chose. On commence un carnet et puis on se dit: «Oh non, c'est raté, je recommence» et j'ai plus du tout ça, en fait. Donc maintenant, mes carnets, je fais du début à la fin. Il y a certaines pages qui restent vides, mais j'ai plus du tout l'envie que mes carnets soient tout beaux, tout propres. Et il y a beaucoup de ratures et beaucoup de choses déchirées, et cetera, et c'est pas grave. On voit que le carnet, c'est comme un compagnon de vie. Votre vie quotidienne rentre dans le carnet. Quand vous n'écrivez pas ou que vous ne dessinez pas, qu'est-ce que vous faites et en quoi est-ce que ça nourrit votre travail, votre art ou vos idées d'histoire? Alors, plusieurs choses. Déjà, au quotidien, j'adore nager et quand je nage, c'est un peu comme si c'était très méditatif. J'essaye de faire le vide. Il y a souvent des histoires qui m'arrivent dans la piscine. Par exemple, j'ai un livre qui s'appelle Hiro, Hiver et Marshmallow, qui est en fait le premier livre que j'ai écrit et illustré. Et cette histoire m'est tombée dessus en fait alors que j'avais Fanny Deschamps, l'éditrice, qui m'avait approchée en me disant voilà, on a envie de faire un livre avec toi, par contre on veut que tu l'écrives aussi. Et là, c'était un peu la panique. Du coup, j'ai un peu lâché prise alors que j'avais vraiment le vide dans ma tête. Cette histoire m'est apparue. Donc voilà ce que je fais. Ou sinon, je voyage beaucoup. Mais en fait, j'ai un but avec ce voyage. C'est pas des voyages pour des voyages. Et j'appelle ça d'ailleurs des voyages plus que des vacances parce que je sais que dans ces voyages, je vais nourrir mon imaginaire pour faire de la place à des histoires, en fait. Donc, et j'aime beaucoup aller dans des endroits isolés où il y a rien, où il y a surtout pas d'humains. Par exemple, des pays comme l'Islande ou la Norvège, le Canada, voilà, le Colorado encore une fois, ou là en août le Groenland, parce que en fait quand il y a rien, alors il y a de la place pour rajouter des nouvelles histoires pour moi. Donc les villes, etc. ne vont pas m'inspirer spécialement, ou je ne vais pas me dire ok là c'est propice à c'est un terrain fertile pour une nouvelle histoire. Peut-être que ça viendra dans le futur, mais pour le moment c'est pas ça. Moi, je pense que je suis tellement, en tant que citadine, c'est un peu comme quand je sors de chez moi, je suis presque attaquée par tous les bruits de la ville. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, avec tous les gens, les bruits, etc., qu'il n'y a pas beaucoup de place pour rajouter de nouvelles choses. Alors que quand je suis dans des paysages où il n'y a rien, tout d'un coup, l'espace se crée. Et donc, ce que je fais quand je dessine pas ou que je n'écris pas, c'est de voyager, mais avec quand même l'intention que ça mène à de l'écriture et à du dessin. Sinon, j'aime cuisiner, j'aime voilà, faire du yoga, jouer avec mon enfant. J'ai une dernière question pour vous, Marine. Pourquoi racontez-vous des histoires? Parce que j'ai pas le choix. Je me suis beaucoup posé la question de savoir, parce que j'avais un copain qui cette question, c'était vraiment un questionnement pour lui. Pourquoi est-ce qu'on est là, sur Terre? Et moi, je me souviens, il m'avait posé cette question quand j'avais 18 ans. Je me suis dit: «Mais pourquoi je suis là? Moi, j'en sais rien». Et en fait, bah, je pense que parce que j'ai pas le choix, je dois le faire. C'est quelque chose que si je ne fais pas, c'est un peu comme si j'avais un verre qui se remplissait et qui débordait. Donc je le fais, je fais mon histoire, le verre se vide, paf, le verre se remplit, raconte une histoire, le verre se vide. Et je pense que les histoires que je fais sont importantes pour les gens qui les lisent, aussi bien les enfants que les adultes, parce que malgré moi, je fais des livres qui sont à la fois destinés aux enfants et aux adultes. Les livres, je parle des livres que j'écris et que j'illustre. Et donc, c'est des livres dans lesquels d'après ce qu'on me dit et les échos que j'en ai, on se reconnaît, ou on s'y retrouve, et ça fait du bien, en fait, simplement. C'est pas du tout des livres médicaments, etc., mais ça fait du bien et on se sent peut-être pas seul. Et voilà. Merci beaucoup, Marine. Merci, au revoir. Merci 1000 fois à Marine Schneider de s'être confiée pour Alinéa sur sa vocation, son rapport à l'écriture et la place que celle-ci prend dans sa vie. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Bella de soutenir la création en Fédération Wallonie-Bruxelles et d'avoir rendu ce podcast possible. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, le liker, le commenter, le partager et lui mettre plein de belles étoiles. Dans le prochain épisode, nous rencontrons Céline Frépon.